Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau du dimanche soir avec, comme chaque semaine, mes co-présentateurs Laura Fortes. Bonsoir Laura. Bonsoir Alioune. Tierno Souleymane Diop Niang. Bonsoir Tierno. Bonsoir Imam. Tout à l'heure, en seconde partie, nous allons recevoir Madame Sarah Seck, qui viendra nous parler du festival Toubab Diala aux rythmes et formes du monde, ainsi que l'artiste Kabayeri, qui viendra nous présenter son nouveau single intitulé Khewmi. Mais tout de suite, nous allons accueillir un expert maritime agréé, inscrit au tableau de l'Ordre national des experts du Sénégal. Il est juriste, économiste, business analyst et géopolitologue. Il vient de publier aux éditions L'Harmattan Sénégal l'essai intitulé « Comprendre l'univers économique et juridique des activités pétrolières au Sénégal ». Nous recevons Dr Pape Mamadou Touré. Nous allons également recevoir un artiste plasticien de renommée mondiale avec une carrière de plus de 40 ans. Il vient nous parler de son exposition à Castel-Sarrazin en France. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Khalidou Kassé. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Nous allons commencer par vous, Dr Touré. Vous venez nous présenter cet ouvrage qui s'appelle « Comprendre l'univers économique et juridique des activités pétrolières au Sénégal ». Une fenêtre ouverte sur le monde, qui est un ouvrage, comme son nom l'indique, qui nous parle du monde du pétrole, surtout du monde du pétrole au Sénégal. C'est un ouvrage assez très bien structuré, très scientifique, comme on dit, et qui, je pense, est un peu rédigé comme une thèse, comme un ouvrage scientifique. Vous nous parlez un peu dès le départ de ce qu'on appelle le syndrome hollandais. Parce qu'on nous en parle tout le temps, depuis qu'on parle de pétrole, on nous explique que c'est pas forcément... comme on dit, une panacée, que quand on a le pétrole, c'est pas forcément que les choses vont aller mieux, et que paradoxalement même, il arrive parfois que les choses empirent. Ça s'était passé aux Pays-Bas. Vous allez nous expliquer un peu comment ça s'était passé, parce qu'on nous donne parfois cet exemple. Pourquoi j'en parle? C'est que moi, je me dis, est-ce que c'est un bon exemple? Parce que toujours, on nous parle de ce syndrome hollandais. Les Pays-Bas étaient un pays développé, on pourrait dire en ce moment-là, ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'un pays comme le Sénégal, qui fait partie des 25 pays les plus pauvres. Est-ce que ce problème pourrait nous arriver? Un pays qui cherche à décoller, est-ce que je me dis que ces ressources ne pourraient être qu'un bénéfice pour le Sénégal? Je vous remercie, M. Diaye, pour le plaisir que vous me faites, disons, de m'inviter à votre émission, qui est suivie par de nombreux, enfin des milliers de Sénégalais. De plaisir pour nous. Et ainsi qu'à vos co-présentateurs, donc Mme Fortes, M. Niang. Je suis très ravi de m'exprimer sur un sujet qui, d'ordinaire, disons, n'est pas aussi facilement explicité. Bien entendu, chacun, en fait, a une idée de ce que peut être le pétrole. Absolument. Bon, ça... À vue de nez, on sait exactement quels sont les avantages que pourrait donner le pétrole. Alors, pour revenir sur votre question plus exactement, le syndrome hollandais, ce n'est pas autre chose qu'une situation dans laquelle vous avez une économie qui est confrontée à un afflux massif de capitaux et qui, partant de là, en subit les conséquences. Voilà. Alors, pour ce qui concerne, en fait, la Hollande, il y a eu un problème de compétitivité lié au fait que sa monnaie était surévaluée. Absolument. Voilà, et que, du coup, ses exportations s'en ressentaient. Alors, si on transfère les choses dans notre pays... Voilà. Nous n'avons pas cette souveraineté monétaire, comme voilà, vous l'avez bien dit. Voilà, c'est pour ça que je vais vous expliquer les choses plus simplement. Si on applique ce principe au Sénégal, cela veut dire quoi? Ça veut dire simplement éviter de se retrouver dans une situation de surchauffe économique où vous avez une explosion de l'inflation, tout simplement. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez des salaires qui augmentent, et ce n'est pas irrationnel
ce n'est pas irrationnel de le penser qu'à la faveur, disons, de finances publiques améliorées, qu'il y ait des négociations salariales et que ceci fasse boule de neige sur tout le secteur. L'impact immédiat, c'est que les coûts de revient pour les entreprises non concernées par le secteur s'en trouvent augmentés. Donc, c'est toute situation particulière dans laquelle vous perdez votre compétitivité économique liée à une situation de rente. Voilà, en gros, ce que signifie, si vous voulez, le syndrome Menendez. Oui, j'ai bien compris, mais, voilà. Mais comme vous dites, c'est que je me dis, est-ce que c'est applicable ici? Parce que, je veux dire, comparaison n'est pas raison. Nous, on est tellement loin de cette position dans laquelle était la Hollande en ce moment-là. Nous, je veux dire, on est tellement loin de ça. On a tellement de problèmes que je ne pense pas qu'une arrivée massive de capitaux pourrait nous faire du mal. Parce que les gens, d'habitude, vous le savez mieux que moi, on a tendance à reprendre des concepts, à les tropicaliser un peu, à dire oui, parce que je pense qu'on en est loin. Nous, ça serait non, tout bénéf, à mon avis. Je ne le pense pas. Si demain, vous avez vous avez des négociations salariales qui aboutissent à une augmentation des salaires, ça a un coût direct pour les entreprises sénégalaises. Ça, c'est... Aujourd'hui, je vous donne un autre exemple. Oui. Vous allez à Saint-Louis, par le biais, disons, en fait, des expatriés qui arrivent, vous vous retrouvez confronté à une hausse des loyers. OK? Les employés, disons, des secteurs non marchands se retrouvent confrontés à cette augmentation du coût de la vie. Vous savez pourquoi c'est différent dans notre cas? C'est parce que nous, on importe beaucoup. Tout ce qu'on consomme presque, c'est des produits qui sont importés. Et ça n'aura aucun impact, par exemple, sur l'importation de ces produits-là. Ces produits le coût des produits a un impact, par exemple, quand il y a la guerre, quand il y a ce genre de choses, parce que c'est des choses qui sont exogènes. Mais par exemple, si nous avons un pouvoir d'achat qui augmente, et que tout ce qu'on consomme vient de l'étranger, la plupart du temps en fait. Donc il n'y aura pas cet impact-là. Mais vous me direz que c'est un travers de notre économie quand même. Mais sur le plan concret, il n'y aura peut-être pas, tous ces désavantages. Vous avez déjà deux choses. Vous avez une explosion de la masse salariale, qui est un fait. La nécessité pour l'État de maîtriser son budget est une exigence macroéconomique ordinaire. Si votre masse salariale augmente, forcément, en fait, ça a un impact sur la structure des finances publiques. De la même manière, les entreprises du secteur privé, percevant le signal de l'augmentation des revenus, enclenchent également un cycle de négociation. Il y a deux choses en économie. Vous avez ce qu'on appelle de l'inflation importée, comme vous avez de l'inflation créée par les conditions économiques. Or, aujourd'hui, quelle est aujourd'hui l'ambition du Sénégal? C'est de développer ses exportations. Le pétrole, et d'ailleurs ce qui fait l'intérêt du Sénégal à ce jour, c'est le fait d'avoir une structure économique assez diversifiée. Et il ne faudrait surtout pas que le pétrole puisse décourager les secteurs d'exportation de par l'alourdissement de ses coûts de revient. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Je veux dire, tant que les revenus du pétrole sont des revenus qui permettent d'améliorer la structure économique du pays, c'est une très bonne chose. S'ils sont orientés vers des flux de consommation, ils ont tendance en fait à créer de l'inflation et cette inflation n'est jamais une bonne chose pour la compétitivité des entreprises. Absolument. Et vous avez beaucoup décrit également, fait un peu la genèse de tout ce qui est l'histoire des hydrocarbures au Sénégal. Et là aussi, on voit, pour un peu peut-être rester sur ce sujet-là, on le savait un peu parce que je pense que l'ancien gouvernement, l'ancien régime, on en avait beaucoup parlé, ils avaient communiqué sur ça. Et lorsqu'on relit votre ouvrage, on se dit, mais finalement, ça ne fait pas beaucoup d'argent quand même. Quand on parle du GTA, simplement du GTA, parce que c'est l'exemple un peu que vous avez donné, on se dit quand même, ça ne fait pas beaucoup d'argent. D'après ce que vous avez, ça tourne autour de... ça fait moins de 1000 milliards de francs CFA par... Oui, tout à fait. Disons que
la trajectoire des recettes se situe aux alentours d'$1 milliard par an. 30 milliards de dollars sur les 30 ans. Donc ça veut dire aujourd'hui que c'est à peu près aux alentours de 4% du PIB. Tout à fait. D'où la nécessité quand même de pouvoir continuer à développer, disons, l'économie, de la diversifier. Ça va améliorer les marges de manœuvre disons, des finances publiques, ça, indéniablement. Mais il faudrait quand même, en fait, rester raison gardée, ne pas se désengager du pilotage stratégique de l'économie, comme cela arrive à beaucoup d'États africains, qui, une fois la manne pétrolière existante, s'empresse, disons, en fait, à faire des excès budgétaires. Absolument. Et vous pouvez en trouver un certain nombre d'exemples dans la sous-région. Et évidemment, vous avez, avant de passer la parole à mes camarades, vous avez également parlé d'un sujet qui est d'actualité, c'est-à-dire le fait de pouvoir renégocier les contrats ou pas. Est-ce que ces contrats sont à notre avantage? Et là aussi, vous nous avez détaillé un peu ce qui est un peu la répartition de tout ce qui est contrat. Là, est-ce que aussi vous pensez que nous avons les moyens de pouvoir faire ces négociations? Vous avez parlé un peu dans l'ouvrage de tout ce qui est contrôle, parce que pour moi, c'est ça le plus important. Des plateformes qui sont en haute mer, offshore profond, est-ce qu'il y a toujours, on aura cette capacité de pouvoir faire les contrôles? Vous avez parlé un peu de votre structure, vous avez parlé de votre office, vous avez parlé de l'ONES, vous dites que les experts sont là. Est-ce que vous avez été un peu impliqué dans tout ce qui est contrôle? À ce jour, nous espérons l'être. Nous avons l'ambition d'être des acteurs, disons, actifs sur ce secteur. Et je pense que ça sera le cas. Alors maintenant, s'agissant, si vous voulez, du contrôle des modalités opérationnelles, il s'agit simplement, en fait, d'avoir, par le biais à la fois de Petrosen, qui aura ses ingénieurs de production, en fait, sur les navires, mais en même temps, par le biais de tiers experts, de pouvoir contrôler les processus de production quotidiens, mais tout en ayant également une maîtrise, disons, des rythmes d'enlèvement, en fait, et puis d'accueil des tankers étrangers vers l'exportation. Ça, inévitablement, il faut effectivement qu'il y ait des mécanismes, en fait, de suivi de ces exportations. Absolument. Laura? Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir. Félicitations pour cet ouvrage. Merci. C'est vrai que dedans, vous nous partagez vos réflexions stratégiques en tant qu'expert qui avait aussi travaillé longtemps dans le pétrole sur les activités pétrolières au Sénégal, comme le disait Alioune. C'est vrai qu'il y a une certaine complexité juridique et que quand on va consulter ce type d'ouvrage, on peut apprendre beaucoup de choses, mais on peut aussi être perdu parce qu'il y a beaucoup de notions. Moi, ma question, elle portait un petit peu sur, je pense que Alioune l'a un peu anticipé, sur justement le cas du Sénégal par rapport aux autres pays africains qui sont exportateurs de pétrole déjà, parce que vous l'avez dit à la page 44, vous dites dans un grand nombre de pays africains, le secteur de l'industrie extractive, des matières premières ou de l'exploitation pétrolière, c'est ce que vous disiez, n'entretient aucune relation stratégique avec le reste de l'économie nationale. Il constitue une enclave industrielle et n'assure pas au reste de l'économie l'impulsion nécessaire à sa transformation structurelle. Vous dites aussi que les économies africaines, du coup, se retrouvent dans une situation où l'agriculture reste peu développée, de même que les secteurs secondaires et tertiaires. Et vous l'avez rappelé juste avant, vous l'avez dit dans l'introduction, que le Sénégal, je suppose, contrairement aux autres pays d'Afrique qui sont concernés, a l'avantage d'une économie qui est déjà diversifiée. Du coup, dans ce cadre-là, comment est-ce que vous voyez finalement ce qu'on pourrait obtenir en fait de cette exploitation du pétrole? On parlait déjà un peu des montants annuels qui pourraient être obtenus. Comment est-ce que vous voyez finalement les impacts? Je parle très concrètement pour quelqu'un qui, comme moi, en découvrant ce livre, va être un petit peu perdu avec certaines notions. Oui. Les impacts qu'il pourrait y avoir justement sur des secteurs comme l'agriculture, comme le secondaire, comme le tertiaire. Alors, très bien, je vous remercie, Mme Fortes, pour ces questions, disons, qui sont à l'image du questionnement que les Sénégalais, disons, se posent. Et je suis désolé si, effectivement, l'écriture n'est pas suffisamment
faciliter. Et Dieu sait que j'ai essayé de rendre ce propos accessible. Alors, il y a deux choses qu'il faut savoir dans le pétrole. D'abord, ça améliore en fait les finances publiques. Et par le biais en fait de cet aspect, vous avez un certain nombre de programmes sociaux qui sont développés. Et c'est ce qu'on appelle l'intégralisation, disons, des recettes pétrolières. Vous avez, d'ailleurs, quand vous regardez aujourd'hui la loi sur la répartition des recettes pétrolières, vous avez deux aspects. Un, le premier, c'est que toutes les recettes doivent être logées dans le budget de l'État et que ce budget de l'État permet, disons, de financer un certain nombre de programmes sociaux, mais également d'infrastructures. Donc, de façon concrète, le pétrole permet, disons, du point de vue macroéconomique, de développer l'infrastructure, de développer les investissements participatifs de l'État, parce que l'État parfois a besoin, disons, d'être acteur et non pas simplement, en fait, un partenaire passif sur un certain nombre de projets. Donc, je pense que de par ces recettes, l'État a la possibilité de les mobiliser, de mettre en place, en fait, des partenariats publics-privés pour développer des infrastructures, pour pouvoir développer un certain nombre d'axes particuliers. Si on prend le cas, par exemple, du ferroviaire, c'est un instrument, disons, de structuration de l'économie sénégalaise. Tout le monde se rappelle dans les années 70 l'impact du ferroviaire. Alors, maintenant, du point de vue des entreprises, vous avez tout un ensemble d'entreprises, en fait, dans le cadre du contenu local, qui peuvent concourir, disons, à un certain nombre, en fait, de choses. Si je prends un exemple tout simple, la mise en eau, disons, des grands caissons géants de protection, ce sont des digues qui sont, en fait, des digues de protection, disons, de ces tankers, de ces terminaux pétroliers. Bon, ça a été réalisé par l'entreprise Eiffage. Voilà, et ça a donné lieu, disons, à du travail à des Sénégalais. Et je trouve que c'est très bien. Vous avez d'autres structures d'appui logistique qui vont également permettre à des Sénégalais d'être embauchés. Vous avez un développement de la formation scientifique, avec notamment la création, disons, de l'Institut national du pétrole et du gaz. Je crois qu'il y a un certain nombre d'avantages particuliers qui, au-delà, disons, de la grandiloquence des concepts, mais sont des choses très opérationnelles et permettent, disons, aux Sénégalais de voir l'amélioration, voilà, de l'économie. Et puis, ce sont des points d'appui à la croissance économique surtout. Je vois. Bon, après, je vous rassure, on sent quand même que vous avez fait l'effort de vulgariser un maximum les connaissances que vous partagez dans cet ouvrage. Et c'est vrai que vous l'avez dit, je pense qu'on vit une période assez spéciale parce qu'on a élu un nouveau président récemment et que, effectivement, cette question du pétrole, elle est dans la bouche de beaucoup de Sénégalais depuis plusieurs années. Même le Sénégalais lambda qui ne maîtrise pas spécialement les questions du pétrole est intéressé par justement qu'est-ce que le pétrole pourrait nous apporter, qu'est-ce qu'on va en faire, ça va être une nouveauté, etc. Donc pour rappeler aussi, dans cet ouvrage, vous avez commencé par le contexte de l'émergence africaine, vous avez justement expliqué les cadres de référence économique au niveau national, et c'est ce qui, je pense, peut nous permettre justement d'anticiper au mieux un petit peu les perspectives. Pour rester un peu dans cette dynamique-là de vulgarisation, justement, je voulais vous parler d'un autre extrait qui est juste après, justement, page 46. Vous expliquez, pour notre part, nous pointons le risque, donc en dehors de justement excusez-moi je me répète beaucoup avec justement c'est mon tic. Vous dites pour notre part, donc peut-être en comparaison avec les autres pays africains que vous avez cités, nous pointons le risque d'assèchement des ressources financières locales dans les phases d'investissement du secteur pétrolier par l'effet de concentration des disponibilités monétaires vers le secteur en croissance lorsque le financement de l'activité offshore est assuré par le système bancaire local. Et vous dites ce qui est à craindre, c'est l'effet de siphonnage des ressources du système bancaire local en phase d'investissement et une hausse des taux d'intérêt bancaires. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu à nos téléspectateurs et à moi la première, en quoi ça consiste exactement? Est-ce que vous pouvez détailler un peu, je dirais, pour qu'on puisse un peu mieux maîtriser aussi ces questions-là bancaires, le taux, etc. Ça nous concerne. Alors, ce que je veux dire, c'est de façon simple. Quand vous avez des ressources de financement limitées et qu'elles sont affectées en préférence à un secteur particulier, il n'y a pas assez de disponibilité pour les autres secteurs. C'est ça que je veux dire. Autrement dit, cette industrie, elle est consommatrice de capitaux, ne serait-ce que pour des investissements d'ajustement. Et ça veut dire que les banques doivent avoir des ressources longues. C'est-à-dire qu'elles doivent développer
si vous voulez, des capitaux propres importants. Alors ces capitaux propres, s'ils sont exclusivement orientés vers le pétrole, vous avez un risque en fait de déséquilibre. C'est pour ça que je disais, il faudrait en fait que les banques accompagnent ce mouvement de capitaux, cette demande de capitaux, et que par ailleurs qu'on puisse tirer profit, si vous voulez, de ces recettes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les recettes qui vont venir doivent également servir aux banques. C'est-à-dire que les banques doivent pouvoir améliorer leurs capitaux propres, de sorte à pouvoir en fait faciliter, si vous voulez, les crédits à la consommation. Voilà. Mais si on reste dans un schéma où ces capitaux vont directement à l'étranger, le risque, effectivement, c'est qu'il n'y ait pas assez de capitaux pour financer le reste de l'économie. C'est ça que je veux dire. Éviter un phénomène de siphonnage des ressources bancaires et que derrière, si vous voulez, bon, le crédit, en fait, ne soit pas si facilement disponible. D'accord. J'avais une dernière question, c'était par rapport à ce paradoxe dont vous parliez un peu en introduction avec Alioune. Vous l'avez évoqué, le paradoxe de l'abondance, cette expression qu'on utilise pour désigner les pays qui sont riches en matières premières, mais dont les populations restent pauvres. À la lumière de vos observations, quels pourraient être finalement les risques pour le Sénégal? Est-ce que le fait que on parlait de la situation du Sénégal qui peut être différente de certains grâce à cette économie diversifiée notamment. Est-ce que c'est uniquement grâce à ça que le Sénégal pourrait avoir, je dirais, un autre sort que ces pays-là qui vivent le paradoxe de l'abondance, ou est-ce qu'il y a autre chose? Déjà, si vous voulez, le paradoxe de l'abondance, ça veut dire simplement que vous avez beaucoup de ressources minières, mais que malheureusement, en fait, ça constitue plus des facteurs de crise que des facteurs de prospérité. Si vous avez, par exemple, des guerres civiles liées un peu, si vous voulez, à la captation des ressources par les acteurs locaux, ben vous avez un phénomène de déstabilisation de vos institutions. On l'a vu au Congo, on a vu ça en RDC, avec des guerres civiles sanglantes. Voilà. Donc finalement, vous avez un affaissement de vos institutions. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que les institutions soient renforcées, que les structures de contrôle de l'État soient consolidées et que par ailleurs, les Sénégalais eux-mêmes puissent trouver un contexte favorable, si vous voulez, à l'emploi, à la consommation, etc. Et donc, vous rentrez dans une logique de cercle vertueux. Et le Sénégal, ayant l'avantage, disons, de venir après tous ces États, a naturellement bénéficié, disons, des expériences malheureuses des uns et des autres. Donc, on sait ce qu'il ne faut pas faire. Bon, on n'est pas sûr de ce qu'il faut faire à 100%, mais on sait au moins ce qu'il ne faut pas faire. Et dans ce qu'il faut faire, donc, vous avez déjà un peu toutes les dispositions, les recommandations de l'initiative pour la transparence des instituts extractifs, l'ITIE, qui définit un certain nombre de guides, de méthodologies de gestion et autres, qui permettent vraiment en fait de pouvoir gérer de façon plus paisible, plus apaisée, si vous voulez, ces ressources. Et donc, partant de là, je crois que le Sénégal dispose d'une fenêtre de tir historique, et il faut surtout en profiter pendant que le pétrole est encore demandé. Parce que là également, vous n'êtes pas sans savoir que avec les problématiques climatiques et autres, bon, on est dans une phase où le financement même, en fait, de l'industrie fossile sera problématique. D'ailleurs, l'Union européenne a déjà déclaré qu'ils ne vont pas faciliter les financements prochains de nouvelles ressources, si vous voulez, thermiques. Donc, c'est vous dire qu'il est important que nous puissions bénéficier en fait de cette opportunité. Et comme le disait un des ministres du pétrole saoudien, il disait que, vous savez, on n'est pas sorti de l'âge de pierre par manque de pierre. C'est vous dire qu'en réalité, le pétrole, bon, il peut en fait... il n'est pas arrivé à son pic, voilà. Absolument. Donc sur cette question du paradoxe de l'abondance, vous êtes plutôt optimiste sur le cas du Sénégal? Oui, moi je suis quelqu'un de résolument optimiste. Je pense que notre pays se situe dans l'histoire longue. Quand on regarde d'ailleurs l'histoire du pétrole, c'est l'exemple type, disons, de l'industrie qui a un cours long. Ça part en fait, si on part juste de l'indépendance, c'est l'industrie en fait du raffinage, la société africaine du raffinage est construite dès l'indépendance. On n'avait pas une seule goutte de pétrole.
Et si vous faites le parallèle vis-à-vis du Nigeria, nous sommes un pays... Voilà. Nous sommes un pays où nous n'avions pas de pétrole, mais où nous avions pris le risque, si vous voulez, de créer une industrie pétrolière. Mais c'était très bien parce que nous avions pu enclencher le cycle vertueux, si vous voulez, de la pétrochimie que nous maîtrisons aujourd'hui. Donc, quand le pétrole arrive, qu'est-ce qui se passe? On a juste besoin d'accompagner la modernisation, en fait, des équipements de la SAR. Mais le knowledge, il est là. Les connaissances scientifiques sont là. Et malgré les périodes, si vous voulez, d'ajustement structurel où il était question à l'époque, d'abandonner l'activité du raffinage pour faire simplement de l'importation et du stockage. Mais le gouvernement sénégalais, je crois que c'était à l'époque du président Abdou Diouf, a résisté en fait aux injonctions en fait du FMI et a continué à faire du cycle industriel un cycle réellement maîtrisé par les Sénégalais. C'est l'exemple particulier de ce qu'il faut faire en Afrique, transformer les matières premières, créer de la valeur ajoutée. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que nous exportons du pétrole raffiné au Mali. Voilà. Donc c'est important que nous puissions être dans cette dynamique et de sorte à ce que ça donne un bon signal pour les autres secteurs miniers, les autres secteurs industriels. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur Nia. Alors, moi, j'ai lu votre ouvrage avec beaucoup d'intérêt. Oui. Parce que c'est un ouvrage intéressant dans la mesure où c'est en sachant qu'il parle. On voit que vous avez fait des recherches très fouillées et que vous maîtrisez en tout cas l'historicité du secteur. C'est réapparu dans cet ouvrage parce que vous avez un peu retracé la trajectoire du pétrole, des ressources en général, des industries que nous avons eues très tôt, etc. Et comment le Sénégal s'est positionné très tôt dans le secteur et a pu développer une certaine maîtrise ou en tout cas une certaine expertise dans le domaine. Ça a été très intéressant. Il y a aussi beaucoup de sources. On voit que c'est un scientifique qui écrit et que, comme Aliou disait tout à l'heure, la forme de la thèse est apparaît. Et donc, moi j'ai beaucoup apprécié cela. Et aussi, vous avez donné beaucoup d'exemples. Vous ne vous êtes pas juste limité à répéter, mais vous avez pu analyser et décliner votre avis ou votre opinion sur plusieurs pages. Et c'est là que peut-être pour moi c'est très intéressant. Ça permet de discuter l'ouvrage. Ça permet parce que pour moi il y a des points sur lesquels l'intérêt de l'ouvrage c'est peut-être de marquer, je ne dirais pas un désaccord, mais une divergence d'opinion. Parce que je vais d'abord commencer à la page. Tout d'abord, ce que Aliou disait sur le mal hollandais et que Laura a repris, c'est à la page 44. Moi j'ai envie de vous demander, est-ce que, à la place du mal hollandais, on ne peut pas parler du bien qatari, du bien des pays de l'Algérie peut-être, relativement, ou en tout cas de beaucoup d'autres pays, dans la mesure où, pour moi, est-ce qu'au Sénégal, on n'a pas mis la charrue avant les bœufs? C'est-à-dire que lorsqu'il s'est agi de faire l'exploration du pétrole et que on a compris qu'on en a eu toujours, mais qu'on pouvait aller vers l'exploitation dans les années 2014, etc. On n'a pas mis tout de suite en place un institut, comme c'est le cas aujourd'hui. On n'a pas mis en place une commission prospective pour un peu comprendre la dynamique du pétrole et du gaz. Dans 5, 10, 15, 20 ans, quels sont les métiers connexes qui doivent découler de l'exploitation du pétrole et du gaz? On n'a pas juste besoin d'ingénieurs qui vont sur les plateformes. Après cela, vous l'avez même parlé en parlant d'upstream et de downstream. Il y a énormément de métiers qui gravitent autour de l'exploitation du pétrole et qui peuvent irriguer notre économie. Mais ça, c'est ces dernières années qu'on l'a compris. Malheureusement, on avait déjà signé beaucoup de contrats avec des majors ou en tout cas avec des entreprises qui viennent d'autres pays. Et aujourd'hui, la vérité, c'est que, oui, on parle beaucoup du pétrole, mais est-ce que le Sénégal va véritablement profiter de ces ressources-là qui nous appartiennent, que c'est la Constitution qui consacre cela? Oui, je ne vois pas en fait jusqu'à présent l'objet de divergence. Ça viendra. Voilà, non, c'est pour ça que j'écoute attentivement ce que ça viendra, ne vous inquiétez pas. Là, je parle du pétrole, mais ça viendra. Voilà. Pour ce qui est du
du Qatar, je crois qu'il faut comparer les choses comparables. Le Qatar, c'est 500 000 habitants, avec des réserves de classe mondiale. Surtout dans le gaz. Notre gaz, il est énorme aussi. Hein? Oui, mais on est 18 millions. Non, c'est juste pour ramener les choses quand même à leur juste propos. On n'est pas du tout dans les mêmes configurations démographiques. Le Qatar, c'est même pas en fait l'équivalent de Dakar en termes de population. Donc quand on compare, il faut comparer des choses comparables. L'Arabie Saoudite, c'est combien de personnes? C'est combien d'habitants? Non, mais ça, c'est autre chose. Oui, mais je veux dire, l'Arabie Saoudite, c'est Non, mais je vous prends juste sur le Qatar. Parce que vous avez signé... Non, mais j'ai dit le bien qatari ou Arabie Saoudien, etc. Alors, vous avez peut-être entendu... Mais je vais... Ou algérien. Donc vous avez entendu juste le Qatar. Non, mais vous avez parlé également de l'Algérie. Oui. L'Algérie, ce n'est pas tout à fait le modèle à suivre, pour une raison toute simple, c'est qu'il y a une dépendance de l'économie algérienne aux hydrocarbures. C'est exactement le cas du Nigeria. C'est le cas aujourd'hui... Bon, l'Algérie quand même se porte mieux que le Nigeria. Plus de 90% en fait, des recettes en fait, sont tirées par le pétrole. Je dis qu'aujourd'hui, le Sénégal est plus performant en termes de gestion macroéconomique, il est beaucoup plus performant que l'Algérie. Quand je regarde ce que le Sénégal fait avec son... C'est très théorique. Voilà. Hein, oui, mais c'est là que la divergence va suivre. Hein, quand on va parler de l'économie. Non, mais c'est pas théorique. Quand je regarde les exportations en fait, de notre filière... On parle du niveau de vie. Et de l'économie réelle même en Algérie. C'est différent du Sénégal. De niveau de vie, de niveau de développement. Non, mais c'est que toute chose est à relativiser. Ouais. Ce que vous relativisez, c'est qu'est-ce que vous tirez de votre économie avec quels moyens. Nous, au Sénégal, au départ, comme on dit, on n'a pas de ressources, mais on a des idées. Et c'est très bien. C'est-à-dire qu'on a pu développer, on a pu structurer des secteurs à haute rentabilité, notamment dans les services, la télécom. Ça, ne sort pas de la liste des 25 ans, ce que vous êtes en train de dire. Non, mais je suis en train juste d'expliquer. Je suis juste en train d'expliquer pourquoi le Sénégal a une structure diversifiée. Dans le secteur bancaire, dans le secteur de la télécom, dans le secteur de l'industrie. Parce que dans l'industrie, vous avez plusieurs filières. Hein. La filière minière qui est en train de prendre son envol. Voilà, la pétrochimie, l'industrie même mécanique. Donc, je ne parle même pas maintenant de la filière agricole, qui est quand même assez dynamique. Hein, l'agroalimentaire, les cultures agricoles diversifiées. Le Sénégal, aujourd'hui, a une structure économique intéressante. Et d'ailleurs, tous les experts aujourd'hui, tous les économistes vous le disent, hein, le Sénégal a une structure diversifiée. Maintenant, avoir une structure diversifiée ne signifie pas nécessairement être engranger, si vous voulez, un volume de capitaux suffisants pour faire face à toutes les problématiques du sous-développement. Parce qu'il faut voir d'où nous venons. Aujourd'hui, le Sénégal, pour moi, c'est deux chiffres. 1960, nous sommes 3 millions. 2024, nous sommes 18 millions. On a multiplié par 6 la population. Vous prenez l'espérance de vie dans les années 60, elle était de 38 ans. Aujourd'hui, nous sommes à 65 ans. Ça veut dire qu'on vit mieux déjà. On vit mieux et c'est-à-dire qu'on est allé très vite. Et ça, ce n'est pas des choses théoriques. C'est les populations. C'est relatif en fait. Non, mais les populations vivent. Non, par rapport au fait qu'on vit plus longtemps, je parle de l'espérance de vie. Lorsqu'on vit plus longtemps, c'est que les conditions sont. Peut-être le taux de la mortalité infantile a diminué, le taux de la scolarisation a augmenté, etc. C'est-à-dire que quand vous faites l'analyse des données macroéconomiques, il faut toujours en fait avoir un référentiel de départ. Sinon, en fait, vous n'avez pas d'éléments de comparaison. Moi, quand je dis, bon, on est parti de 3 millions, on est à 18 millions, on est parti de 37 ans de survie, on en est à 65, je dis quand même, ce sont des choses intéressantes qui ont été faites. Quand je regarde le taux de scolarisation brute des enfants, le taux de réduction de la pauvreté... Il y a une université qui a été fermée plusieurs semaines. Donc, moi, je pense qu'il faut relativiser cela. Et en 2021 aussi, le professeur Seydi a fait une descente dans la zone sud, a dit qu'il y a une machine qui manquait. Ça lui a même valu des problèmes.
On ne peut pas dire qu'on a fait des avancées. Je veux dire, je suis désolé. Oui. Nous avons un taux de croissance qui est depuis plus de 10 ans à plus de 5%. Mais peut-être c'était ma seconde question, parce que vous dites que le Sénégal fait de bons résultats économiques et se place parmi les économies les plus dynamiques de l'Ouest, à 5-6%. Pour moi, c'est un manque d'ambition criard. Pourquoi ? La croissance, c'est l'addition de valeur ajoutée. Mais cette valeur ajoutée, elle doit se traduire concrètement dans notre vie. Et je vais le dire. On n'a pas, pour moi, la première étape d'une construction économique, c'est un système éducatif performant. Le système sanitaire du Sénégal, il n'est pas top. Maintenant, entre ce qu'on va dire, les 30 grandes théories économiques, etc., mais ce que ça va se faire, etc., nous n'avons pas... Vous êtes dans la géopolitique, intéressant. On n'a pas d'autonomisation stratégique en termes d'autosuffisance alimentaire. Et on parle d'économie. Est-ce que je peux vous répondre? Oui. Si vous permettez. Alors, de ce point de vue, je fais simple. Précisément, si vous regardez la qualité, disons, du plateau technique sénégalais, il est en nette évolution. Si vous regardez, en fait, les niveaux, disons, en fait, de spécialité disponibles sur toute l'étendue du territoire, ben, vous avez des packages, si vous voulez, stratégiques qui sont mis à la disposition, en fait, des populations. Les gens n'ont plus besoin aujourd'hui. Vous regardez, je vous donne un exemple tout simple. Sur les insuffisances rénales. Mais les gens aujourd'hui, vous avez des unités d'hémodialyse, voilà, qui permettent aujourd'hui aux Sénégalais de ne pas aller se soigner en fait à l'extérieur. Il fut un temps où vous avez un problème, si vous voulez, d'insuffisance rénale, ben vous étiez condamné. Là, l'État, en fait, a fait l'effort d'investir sur ces unités. Et ce sont ces petites actions au quotidien qui créent de la valeur ajoutée et renforcent, si vous voulez. Je pense que Dr Touré l'a dit dès le départ que lui, c'était un optimiste. Donc là, lui, il va voir le verre... Tu sais que moi, je suis 1000 fois optimiste. Mais je veux dire, c'est que je suis... Il voit le verre à moitié plein. Non, mais je le vois. Mais je veux dire, en voyant le verre à moitié plein, il ne s'agit pas de dire que... Voilà. Et vous parlez même du plan Sénégal. C'est peut-être, j'en termine là, à la page 64. Et même avant, vous avez beaucoup parlé du plan Sénégal émergent. Vous en faites de l'apologie. C'est une bonne chose. D'abord, pour moi, la première étape manquée du plan Sénégal émergent, c'est son nom. Moi, j'aurais préféré au départ Yonou Yokouté, qui nous parle, qui ressemble aux populations. Mais quand on parle de plan Sénégal émergent, avec une vision macroéconomique, tout ça, et tout ce qui a été déterminé, c'est en décalage avec les populations, qui des années plus tard, comme je le dis, malheureusement, ne voient pas concrètement sur le terrain les réalisations qui sont tirées du plan Sénégal émergent. Peut-être et c'est peut-être là qu'il faut aussi parler de la dimension immatérielle dans un plan ou dans un projet, etc. C'est bien beau de mettre des travaux, c'est bien beau de mettre des bâtisses, mais ça c'est normal. L'État du Sénégal a peut-être investi plus de 30 000 à 40 milliards ces 12 dernières années. Mais à côté, il y a des pans entiers qui ont été lâchés, qui ont été laissés, et ces populations-là ont ressenti cela. Et donc, moi, sincèrement, vous avez beaucoup parlé du plan Sénégal émergent, j'ai compris un peu le sens, mais pour moi, déjà, 2035, pour moi, c'est proche. Vous êtes, je le dis encore, vous travaillez dans la géopolitique, vous savez très bien que les grandes civilisations, c'est dans le temps long. 60 ans, c'est important pour Hollywood, parce que c'est un patriarche. Mais 60 ans, ce n'est rien pour un État. Un État, c'est beaucoup d'étapes qui se construisent. Donc moi, de ce point de vue-là, quand vous avez parlé du plan Sénégal émergent, moi, je n'ai pas vraiment vu ces changements notoires qu'il a écrits dans son ouvrage. Je sais que c'est très, très intéressant. On va juste le laisser répondre pour pouvoir passer à oui, en fait... Vous savez, moi, je me situe... je préfère célébrer les succès parce que ça donne du courage aux Sénégalais. Absolument. Et je pense que les Sénégalais sont de braves femmes, de braves hommes qui essaient d'améliorer au quotidien l'agriculture, les services publics. Voilà. Et je pense, en réalité, qu'un certain nombre de choses se sont faites dans nos pays. On a développé les infrastructures, on a développé l'éducation, le côté santé s'est amélioré, voyez-vous. Vous avez des mécanismes de redistribution, si vous voulez, au profit des populations les plus pauvres. Quand on a 600 000 quand même
500 000 en moyenne foyers qui reçoivent des subsides, ce n'est pas rien. Nous sommes les seuls pays à le faire en Afrique de l'Ouest. Donc, voyez-vous, le problème, moi, je suis comme les Américains. Je préfère... Moi, je suis un Sénégalais. Non, non, je dis, j'aime l'état d'esprit des Américains. C'est-à-dire valoriser son pays, valoriser ses succès. Ne pas donner aux Sénégalais le sentiment de l'échec. Ce qu'on aime faire, nous aussi, sur ce plateau. C'est-à-dire que, je comprends, vous êtes dans votre rôle. Non, vous ne comprenez pas. Non, vous êtes dans votre rôle. Votre rôle, en fait... Vous dites l'Amérique. L'Amérique est déjà un pays qui a réussi la montée des humanités. Et c'est comme je le dis, pour avoir... Je connais un peu ce pays-là. Et pour vivre... Je dis les choses en étant, je vous assure, en partageant votre optimisme. Mais je dis aujourd'hui ce qui se passe dans ce pays-là. C'est-à-dire, quand vous me dites, il y a certaines choses que j'ai lues dans votre ouvrage, j'ai dit non, ce n'est pas le Sénégal. Mais comme si c'est dans une dynamique optimiste, mais je souhaite que ça arrive. Je souhaite qu'on ait 10 000 universités, qu'on ait beaucoup d'hôpitaux qui vont émerger et qu'on chante ce Sénégal partout. Je le souhaite. Hein. En tant que jeune, c'est ce que je souhaite. C'est pourquoi j'ai choisi exactement de vivre dans ce pays-là et d'aller nulle part. Regardez le nombre d'étrangers qui viennent au Sénégal, étudier au Sénégal. J'ai l'avantage d'être enseignant, entre autres. Je suis dans beaucoup de... Voilà. Oui, il y a un respect. Vous avez un CV très fourni. Non, mais bon. Non. Pourquoi je le dis? C'est qu'au quotidien, je suis au contact avec la diaspora africaine qui vient au Sénégal. Et vous savez qu'est-ce qu'ils me disent? Soyez un peu indulgents pour votre pays parce que vous faites de belles choses. Et le jour où quelqu'un me l'a dit, j'ai pris conscience du fait que parfois au Sénégal, nous ne prenions pas suffisamment de recul. Nous ne prenons pas suffisamment de recul pour apprécier ce que nous avons. Même en démocratie, vous dites, bon, quand vous regardez, vous entendez en fait, voilà, les critiques au Sénégal, vous avez l'impression que c'est un pays, voilà, où les choses sont difficiles, c'est vrai, il faut toujours avoir de l'exigence. Mais il faut également avoir aussi le sens, si vous voulez, de la mesure et puis le sens vraiment des choses qui... Je pense que M. Kassé a peut-être un mot à dire juste pour terminer sur ce sujet. Merci beaucoup Ali, merci beaucoup Laura, merci Thierno. Simplement dire que c'est une belle transition parce qu'on parle de pétrole, on parle d'énergie. Moi, la thématique que je suis en train de développer, c'est pratiquement sur, je veux dire, le changement climatique. Et en écoutant ce discours, j'étais vraiment interpellé. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire qu'on se retrouve sur le plateau, qu'il parle de pétrole, qu'il parle de gaz. Et moi, je parle de changement climatique. Absolument. C'est vrai que ça va nous faire une belle transition pour parler de votre exposition que vous faites à Castel-Sarrazin, vous avez fait, et qui parle, comme vous le dites, des problèmes de changement climatique. Et je pense que le bouquet de cette exposition, c'était vraiment cette fresque murale gigantesque que vous avez eu à faire. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette aventure? Oui, cette aventure a démarré depuis 1 an avec un ami artiste plasticien qui s'appelle Gérard Kassé. Mais lui, son nom s'écrit par C. C'est un Français que j'ai rencontré. Il s'appelle Kassé lui aussi. Il s'appelle Kassé aussi. Alors, je l'ai rencontré ici, à Dakar. On a échangé. Et du coup, depuis 1 an, il était passé à Dakar, on a échangé. Et il m'avait demandé si je pouvais le honorer d'une exposition à Castel-Sarrazin. J'ai dit oui, c'est possible, mais je vais y réfléchir. Effectivement, c'est Madame l'adjointe au maire, Marie-Anne Bajornal, qui l'avait envoyé de demander s'il peut inviter son ami Khalidou Kassé à venir exposer. Effectivement, j'ai accepté avec beaucoup de plaisir. En disant que je ne trouve pas trop d'intérêt maintenant à exposer seulement des tableaux. L'art pour l'art ne me parle plus. Je pense qu'il faut un art de progrès et de développement. J'ai dit, mais c'est bien, mais on va quand même faire quelque chose de plus poussé en faisant une conférence sur l'évolution des arts plastiques de 1960 à nos jours, de Senghor à nos jours. En même temps aussi, faire visiter les écoles environnantes. Mais simplement, c'est là où Mme Bajorna a pris le relais en disant est-ce qu'il est possible de réaliser une fresque murale sur une thématique qui nous parle? J'ai dit, mais bien sûr. Est-ce qu'il y a un espace qui m'envoie tous les espaces qui existent dans la ville? Moi, je vais choisir. Et c'est là qu'ils ont choisi la médiathèque, une grande médiathèque, où il y a un espace de 30 mètres carrés.
où l'œuvre a été réalisée, mais sur le changement climatique. J'ai envoyé effectivement le thème leur a parlé, ils ont dit « Ah, c'est magnifique, ah, ça correspond à notre esprit ». Et voilà, nous sommes allés vers cette thématique-là. Voilà, un peu comment ça s'est passé. Et il y a eu aussi une projection du film, le film Tito Boy, dont j'ai amené l'affiche que j'ai offert au plateau du dimanche soir. Ensuite, une rencontre avec les élèves et étudiants de la commune, de la ville de Castel-Sarrazin. Et du coup, nous avons eu tous nos amis qui sont venus de Bordeaux, qui sont venus de Toulouse, un peu partout en France d'ailleurs, pour assister au vernissage. Non de l'exposition, mais de la fresque. De la fresque parce qu'on avait reçu 450 personnes environ par rapport à leur monitoring. Et nous sommes allés dans la galerie pour le vernissage avec environ 450 personnes aussi. Et je pense que c'est un thème qui me parlait depuis plusieurs années. Parce qu'en 2008, j'avais fait une exposition avec le système avec les Nations Unies. C'était les 8 objectifs du millénaire pour le développement. Je me disais que, mais comment faire pour le traduire en œuvre d'art? Je l'avais fait à la Galerie nationale d'art. Et je me disais, mais est-ce qu'on va atteindre ces objectifs en 2015? J'étais un peu dubitatif. Je me suis dit, il y a un problème à ce niveau. La démarche a continué. J'ai continué à faire mes recherches. Et il y a effectivement un an, j'ai invité des artistes marocains à l'université. Nous étions dans le jardin de l'université où nous peignions en pleine nature. Il y a un des artistes qui était arrivé qui se disait qu'il ne pouvait pas se retrouver dans cet espace. Mais j'avais voulu faire le contact des artistes avec la nature. Et c'est là où j'ai réalisé une œuvre qui a été vendue pour le compte de la Turquie, qui a subi ce séisme la dernière fois. Et cette œuvre a été vendue à 9 millions et quelques. Bon, versée intégralement à la Turquie avec l'ambassade. Et j'ai continué à développer maintenant ce concept qui parlait des changements climatiques. En disant que je suis interpellé depuis 1980, nous avons subi les changements climatiques. Peut-être en ce moment, nous ne savions pas ce que c'est. Parce que nous avons eu une sécheresse extrêmement difficile avant le départ de Senghor, jusqu'à son départ, jusqu'à l'arrivée d'Abdou Diouf, qui a amené maintenant ce qu'on appelait les ajustements structurels. Tout cela était des impacts du changement climatique. Le cheptel était décimé, on a vu des troupeaux dévastés, des familles entières déplacées, et ce qui continue à se faire en ce moment, ce qu'on appelle les personnes déplacées. Et ce changement climatique impacte non seulement l'être humain, mais aussi toute la communauté dans notre ensemble. C'est ça. Laura? Bonsoir, Monsieur Kassé. Bonsoir, Laura. Très heureuse de partager le plateau avec vous. Je suis une fan. Merci. Je vous l'ai dit, en fait. Vraiment, ça fait plaisir. Merci. Je trouve que c'est très intelligent, les réflexions que vous avez déjà commencé à partager un peu avec Alioune par rapport à, justement au regard que les artistes peuvent porter sur le changement climatique, mais surtout à tout ce que vous pouvez apporter en tant qu'artiste à cette réflexion-là qui est commune, parce que ça nous concerne tous. Et j'ai vu que vous aviez, comme vous l'avez dit, installé cette fresque en binôme avec votre ami Gérard Kassé, qui lui est sculpteur. Ma première question portait un peu sur comment est-ce que vous vous êtes organisé pour justement comment la peinture et la sculpture peuvent se rencontrer pour évoquer une telle thématique qui, justement, comme vous l'avez dit aussi, interpelle tous les artistes. Alors, c'est une belle question. C'est une belle question dont je vais répondre parce que Gérard Kassé, c'est un ami sculpteur. Mais en réalité, il n'a pas participé à la réalisation de la fresque. Nous avons monté l'exposition ensemble sur le plan du vernissage, ça s'est bien passé. Mais en partant à Castel-Sarrazin, je me suis dit, je ne peux pas aller là-bas sans rencontrer des plasticiens. C'est ainsi qu'il m'a dit, il y avait M. Bajornal, il y avait une autre dame, donc Marie Chantal, qui était plasticienne, professeure d'art. Je les ai invités à venir me joindre pour quand même qu'on puisse réaliser cette fresque ensemble. Ils étaient enthousiastes, on a discuté, et je leur ai dit qu'on va travailler à 6 mai. Et je pense que c'était la première fois même qu'ils entendaient ce terme de 6 mai, parce que l'autre, il est artiste plasticien, mais il est agrégé en mathématiques aussi. Alors, la dame est le professeur d'art plastique. On a échangé d'esquisses que j'ai envoyées, ils m'ont renvoyé. Depuis presque un an, on a travaillé. Finalement, je leur ai dit que voilà, quand j'arrive, on va faire une séance de travail pour que je leur dise la méthodologie adoptée pour faire le travail. C'est ainsi qu'effectivement, nous avons commencé le pan, qu'on nous a donné 30 mètres carrés. Il fallait maintenant l'attaquer. Comment faire je peux dire, la distribution des rôles. Parce que le professeur me disait, il voudrait que qu'il prenne 3 mètres carrés, 3 mètres,
l'autre aura, moi j'aurai 4 mètres et l'autre, j'ai dit non, nous ne sommes pas venus ici pour nous faire créer des frontières. Nous sommes des artistes, nous travaillons en parfaite synergie. Nous partageons aujourd'hui ce qui est notre préoccupation à ce monde-là. C'est là où on a commencé, j'ai commencé les premières esquisses et tout d'un coup, effectivement, ils ont suivi. Mais en réalité, quand on signait à la finale de la fresque, qu'est-ce qu'on dit? Au début, il m'a dit en toute honnêteté, il n'avait pas le courage de se lancer. Parce que c'était la première fois qu'il réalisait une fresque aussi grande, qu'il y participait de 30 mètres carrés. Et maintenant, effectivement, sur le plan du dessin, ça a été conçu. Sur le plan de la maquette, la pré-maquette, la finalisation et l'agrandissement. L'agrandissement ne consistait pas à faire un agrandissement à l'échelle. On était allé directement sur l'œuvre, en dessin, en peinture. Et le professeur agrégé de mathématiques, qui est peintre aussi, me disait qu'il est plus habitué à faire des dessins à l'échelle. C'était assez compliqué, mais quand il m'a dit que c'était le maillon qui lui manquait, d'ailleurs dans sa démarche artistique, parce que lui, il peint depuis presque une 50aine d'années. Donc, il peignait comme un mathématicien. Comme un mathématicien, exactement. Parce que il a appris à peindre comme un artiste. Exactement. Je suis allé dans son atelier, je l'ai trouvé avec beaucoup de portraits, beaucoup de travaux d'art, mais c'était tellement méticuleux qu'il était c'était presque un mathématicien qui peignait. Voilà un peu la démarche qu'on a suivie pour aller vers la réalisation de cette fresque murale. D'accord. Mais c'est toujours intéressant d'avoir un peu les détails techniques aussi qu'il peut y avoir derrière une œuvre. Et je voulais reparler peut-être d'un détail en particulier que vous avez un peu expliqué à l'écrit dans votre présentation. C'est celui où vous le dites aussi quand vous avez dit à vos collègues on ne va pas mettre des frontières, on est à plusieurs artistes sur cette fresque-là. Et c'est vrai que ça a été représenté peut-être par certains animaux que vous avez représentés, par exemple les pingouins et les ours qui sont sous le baobab. Donc effectivement, on voit à ce moment-là qu'il n'y a pas de frontières. Vous vouliez un peu représenter les espèces animales qui sont désorientées par ce changement climatique. Et est-ce qu'on peut dire pour vous que l'homme aussi, justement, va être désorienté par rapport à tout ça, sachant que vous avez essayé peut-être aussi de représenter voilà, les inégalités sociales qui peuvent découler du changement climatique, les déplacements de population par exemple. Et comment vous faites en fait pour arriver à faire à chacun à faire se sentir concerné par ces questions-là, sachant qu'on en est tous responsables, mais on n'en est pas tous victimes de la même manière? Parfaitement. On n'est pas victime de la même manière. D'ailleurs, c'est sous cet angle-là que j'ai abordé le sujet. En disant que nous subissons le changement climatique en Afrique différemment, parce qu'aujourd'hui, effectivement, nous savons que la pollution, elle est mondiale, mais c'est différent, on le vit différemment. Alors, je me suis dit, maintenant, ce que je vais faire, c'est d'abord d'interpeller le baobab séculaire, qui est aujourd'hui millénaire. D'ailleurs, c'est l'occasion de rendre un vibrant hommage donc, au président Jean-Michel Chek, qui a défendu les baobabs depuis très très longtemps. C'est le président de l'association des Amis du Baobab. Alors, de ce coup, moi je suis membre de cette association, je me suis dit que le baobab a assisté à beaucoup de changements climatiques, mais il a été résilient. Le baobab a été résilient, parce qu'aujourd'hui je me suis dit que par rapport à cette résilience, voilà ce baobab qui va sortir au milieu de cette fresque gigantesque, pour exprimer sa résilience. Mais non seulement cette résilience, mais aller vers l'être humain, qui est aujourd'hui la cause de tout cela. Quand on va sur la fresque, un personnage qui pose son pied sur un tronc d'arbre coupé, et à côté, on a juste une petite feuille verte qui sort pour montrer que l'espoir est toujours permis par rapport à la régénérescence. Autour de ce baobab, qu'est-ce que nous voyons? Un sol craquelé, qui rappelle le Sahel. Effectivement, la chaleur, l'humidité, mais aussi des pingouins et des ours qui se promènent. Donc, ils sont hors de leur habitat naturel. Ils sont stressés, ils se disent que plus tard, ils vont disparaître, parce que ce n'est pas leur habitat naturel. Mais tout à fait à côté, vous voyez qu'il y a un soleil radieux qui sort, mais qui porte toujours l'espoir, mais une grosse main qui sort, comme un appel à la communauté internationale et porter la voix de toutes ces personnes qui sont impactées, mais qui véritablement n'ont pas de moyens pour pouvoir subvenir à cela. Et vous voyez la montée des eaux qui fait disparaître un peu les immeubles, ainsi de suite. Un peu plus, on voit qu'il y a le globe qui nous unit nous tous. C'est-à-dire nous sommes tous membres de cette globe-là, du globe. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Tout à fait en haut, on voit ce mouvement des migrants. Aujourd'hui, on parle beaucoup des questions de migration,
Mais on ne sait pas exactement où est-ce que ce phénomène, depuis que ce phénomène a commencé. Ce phénomène a commencé depuis fort longtemps. Parce qu'on parlait des migrants qui sortaient ici pour prendre, je peux dire, l'avion, partir. Des voyageurs. Les voyageurs, ça c'était des voyageurs. Parce que c'était ce qu'on Ceux-là aussi sont des voyageurs. Ce qu'on appelle les immigrés à l'époque. Plus tard, il y a eu maintenant ces clandestins. Des voyageurs clandestins. Ce sont des voyageurs. N'est-ce pas? Maintenant, c'est le problème qui se pose. Le véritable phénomène, je me suis dit, ça vient un peu de ce changement climatique toujours. Évidemment. Quand j'ai exposé récemment à Paris avec le groupe Chanel, l'œuvre que j'avais présentée parlait de ces mouvements migratoires. En disant que ces personnes sont souvent impactées suite à des conflits qui véritablement les poussent à sortir de leur territoire avec leurs troupeaux. Et les conflits naissent et s'agrandissent. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Les inondations arrivent, les maladies, ainsi de suite. Et tout cela pousse ces personnes-là à aller vers les migrations. Maintenant, c'est quoi ce changement climatique? Est-ce que l'Afrique est encore consciente de ce phénomène qui est actuellement de nous guetter? Et comment faire maintenant pour apporter la voix des artistes par rapport à un plaidoyer qui pourrait peut-être être porteur, mais par rapport à notre travail. C'est pour cela que je me suis intéressé à ces questions-là, pour apporter des réponses par rapport à l'œuvre. Rapidement, tu as peut-être une question. Bon, peut-être surtout féliciter M. Kassé. C'est un honneur de partager le plateau avec vous. Merci Je pense que vous êtes un artiste qui représente le Sénégal et l'Afrique. Vous êtes un ambassadeur de la culture. Merci. Et bon, cette semaine, j'ai eu l'honneur de discuter avec M. Dago Ndiaye, un autre grand artiste. Mon grand frère. Et bon, j'ai beaucoup appris de cette discussion-là. Je pense que les artistes ont cette vision profonde des choses. Et ça apparaît sur ce que vous dites par rapport un peu à cet apport que vous amenez pour contre ce phénomène un peu du changement climatique qui aujourd'hui nous rattrape tous. C'est la vérité. Je pense que de manière générale et dans une dynamique, et ça c'est important que vous les artistes africains puissent travailler dans cela. Nous avons besoin nous aussi d'avoir notre prisme africain sur les questions climatiques. Pas fondamentalement comment les autres voient le changement climatique et nous parlent du changement climatique. Nous ne sommes pas dans les mêmes aires géographiques et nous ne sommes pas aussi dans les mêmes aires en parlant de période. Aujourd'hui, les choses s'ouvrent. Vous avez tout à l'heure parlé de migration, j'ai dit voyage parce que, bon, peut-être que de l'autre côté de l'océan, on parle de migration. Moi, je parle de voyage, parce que eux, quand ils viennent, ils parlent d'expatriés. Je pense que tout ça doit être vu dans un ensemble. Les mouvements démographiques, les mouvements climatiques, etc. Nous sommes confrontés à tout cela. Nous devons parler ensemble, en tant qu'Africains, Européens, Occidentaux, etc., pour trouver des solutions, parce qu'il s'agit, bien entendu, de l'avenir du monde. Bon, peut-être la question que j'aimerais vous poser, qui sort un peu de ce cadre-là. Nous avons un nouveau régime. Quelle est pour vous la place de la culture? Parce que pour moi, avant de parler de tout développement économique, la culture est pour moi le pan le plus important. Pour vous, quelle sera la place de la culture pour véritablement faire progresser ce pays? Merci beaucoup, Thierno. C'est une très belle question aussi. Je sais que c'est assez long à développer, mais on va essayer je pourrais dire, parce que cette question, elle est très importante. Absolument. On parle aujourd'hui de pétrole. On a un nouveau régime. Senghor avait dit qu'il devrait mettre 1% pour accompagner les artistes. Contenu local, intéressant. Merci beaucoup. Par rapport à la culture, je pense qu'il y a aujourd'hui un pas extrêmement important par rapport même à nos relations sur le plan international. Parce que, comme on dit, l'art est le cordon ombilical entre les peuples. C'est le soft power. Le message que je voudrais lancer aux nouvelles autorités, c'est de leur demander, Senghor avait mis 1% pour le pétrole, pour la culture du moins. On n'avait pas de pétrole. Aujourd'hui, on a du pétrole. Je souhaiterais que le président Diomaye Diakhar Faye puisse mettre un pourcentage de 5% sur les revenus du pétrole pour le reverser à la culture. Exactement. C'est la seule façon aujourd'hui de financer la culture facilement et de permettre aux jeunes artistes montants de faire le travail correctement et d'être au même niveau que le correct sur le plan international. À l'image du Maroc,
qui aujourd'hui finance la culture à partir de l'Office chérifien du pétrole ou des phosphates. Toutes les manifestations culturelles, pratiquement, c'est eux qui les financent. Super. Et je pense que ce serait une bonne occasion de demander aux nouvelles autorités, au Premier ministre Ousmane Sonko, de mettre 5% pour le pétrole. Comme Senghor avait dit 1% en 1960, nous sommes en 2024, 5% pourrait largement nous suffire pour régler le problème. Peut-être juste un mot, docteur Touré, par rapport à tout ce qui est changement climatique, par rapport au travail de M. Kassé. Mais écoutez, c'est très bien. En fait, je suis fasciné quand je vois en fait dans tous les domaines, notamment le domaine artistique, disons des spécialistes reconnus. Ça veut dire que quelque part il y a de l'expertise. Et le Sénégal, disons, a toujours été sur le terrain de la culture, disons, un pays avancé, un pays phare. Donc nous ne pouvons qu'être fiers de cette voie, de ces pinceaux, disons, exposés à l'international. Et si c'est une façon de pouvoir davantage faire porter l'impact de ces questions à résoudre, ben, tant mieux. Et je pense que c'est très bien. D'ailleurs, il me fait penser à une chose, parce que c'est un peu le rapport de mécénat entre le monde des affaires et la culture. Moi, j'ai vécu une expérience qui était fantastique. À l'époque, j'étais dans les mines, et c'était précisément pour les mines de zircon. Vous aviez, en fait, à l'époque, la semaine artistique de Ngaye Mékhé. Oui. Et c'était une initiative qui était portée par la commune de Ngaye Mékhé, avec des expositions, mais c'était fantastique. Et moi, je pense que c'est ce type d'approche, si vous voulez, qui peuvent non seulement décentraliser la culture, impliquer les acteurs, décentralisés, et puis donner surtout un rayonnement fantastique. Voilà. En tout cas, félicitations. Merci, professeur. Vraiment, j'ai été honoré d'avoir partagé ce plateau avec vous. Aussi, nous avons été très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Monsieur Khalidou Kassé, professeur Dr Touré, nous avons été très heureux. Je rappelle que votre ouvrage s'appelle « Comprendre l'univers économique et juridique des activités pétrolières au Sénégal, une fenêtre ouverte sur le monde ». C'est paru aux éditions L'Harmattan Sénégal. Un ouvrage qu'on conseille à tout le monde, vraiment. Nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Merci. Nous vous souhaitons à tous les deux une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Tierno, merci Laura. Merci. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre avec la seconde partie de cette émission pour parler du festival qui se tiendra à Toubab Dialaw du 24 avril au 28 avril prochain, qui est la 12e édition de Dialaw Festival, Rythmes et formes du monde. Pour nous en parler, nous recevons la chargée de projet, Madame Sarah Seck. Nous allons terminer cette émission avec un jeune artiste rappeur sénégalais talentueux. Il vient nous présenter son nouveau single intitulé Khewmi. Nous accueillons Kabayiri. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Nous allons commencer par vous, madame Seck. Vous venez nous présenter le festival Dialaw Festival, Rythmes et formes du monde. Je pense qu'il y en est à sa 12e édition quand même. Tout à fait. Moi, quand on parle de Toubab Dialaw, j'ai une pensée tout de suite pour Gérard Chenet, regretté Gérard Chenet, qui était vraiment un bon ami à moi. Vraiment, je présente toutes mes condoléances à sa famille, à Sylvaine, à Mamdiara. Le festival, je pense, je ne sais pas, beaucoup de gens ne connaissent pas le festival de Toubab Dialaw. C'est peut-être un déficit de communication. Vous en êtes, comme je dis, à la 12e édition. Comment ça se passe concrètement à Toubab Dialaw ? Alors, je pense que la communication, ça s'explique aussi par le fait que on est à un renouveau du festival depuis la 10e édition. Donc, effectivement, depuis que M. Chenet nous a quittés, il y a une nouvelle direction qui s'est installée, une nouvelle direction artistique, qui a la volonté de transformer ce festival. Donc, on a un enjeu effectivement assez important de communication, mais avec une équipe
qui est assez restreinte. C'est une petite équipe, un petit groupe de personnes qui travaillent autour de ce festival. Mais on essaye de s'améliorer chaque année sur la communication avec l'objectif justement de devenir l'un des grands festivals du Sénégal. Absolument. Et ça se passe comment le festival au niveau de Toubab Dialaw? Quels sont les sites sur lesquels se déroule le festival et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors c'est un festival pluridisciplinaire, donc on va avoir de la musique, des concerts, de la danse, du théâtre, mais aussi des conférences et des débats, des formations, des ateliers. C'est très riche et on est aussi implanté sur plusieurs lieux. Donc la scène un peu mythique du festival, c'est celle de la plage de Toubab Dialaw, qui est aussi un lieu très connu. Et puis on investit aussi le théâtre de Sorobadé, qui a été construit par Gérard Chenet et qui a sa signature architecturale. Tout à fait. Ainsi que le théâtre de l'Engouement et une grande place au centre du village. Donc ça, ce sont les lieux principaux. Et on travaille aussi avec des partenaires, notamment l'École des Sables. Donc on partage ce territoire de Toubab Dialaw entre acteurs culturels. Donc l'École des Sables nous soutient depuis plusieurs années, ainsi que l'École de Toubab Dialaw, mais aussi dans les maisons, dans les cours. Le festival, il veut vraiment s'installer partout dans Toubab Dialaw. Absolument. Quand vous dites l'École des Sables, c'est l'école de danse de Germaine Acogny. Laura. Bonsoir Madame Seck. Bonsoir. Félicitations pour 12 années d'existence pour ce festival. C'est du travail. Et c'est vrai que vous l'avez dit, vous avez un programme qui est assez riche, qui promet de belles festivités. Quand on parle de rythme et forme du monde, c'est vrai qu'on va s'intéresser aux différentes conférences que vous avez décidé un peu d'organiser au cours de ce festival. Moi, ce qui va attirer mon attention, ça va être un peu toute la programmation parallèle qui est proposée aussi, qui permet, je pense aussi, de démocratiser pas mal en dehors de ceux qui ne sont pas forcément, je dirais, ceux qui sont plus amateurs, voilà, entre la danse, le théâtre, etc., et qui pourraient se sentir peut-être un peu dépassés parfois. C'est vrai que la programmation parallèle, elle permet un peu à tout le monde de venir, même si à la base, on n'est pas forcément très intéressé par la culture particulièrement. Et je vois que voilà, vous prévoyez des ateliers, vous prévoyez de la sensibilisation à la cause environnementale, vous prévoyez un espace pour les enfants notamment, mais aussi que vous avez décidé cette année de mettre à l'honneur le Burkina Faso. Comment ça va se traduire dans la programmation? Sous quelle forme en fait ce choix du Burkina Faso comme pays mis à l'honneur va se traduire? Alors, le Burkina, il a une place effectivement centrale cette année dans notre programmation. Donc ça se traduit par des spectacles déjà. Donc on accueille 3 compagnies du Burkina en théâtre et en danse. Et puis on va aussi sensibiliser sur le terroir, par exemple, le burkinabé, donc qui sont des grands producteurs en termes de maraîchage. Donc on va parler aussi de ces éléments-là. On peut, par exemple, proposer de découvrir un plat. On va afficher les drapeaux sur la grande scène. On reçoit, quand on le peut, une délégation aussi du pays ou de l'ambassade qui va venir pour expliquer un petit peu leur aspect aussi, leur implication dans le développement de la culture du Burkina Faso. On a aussi un marché donc, qui accueille des artisans, des commerçants. Et donc on a aussi à cœur d'avoir des artistes ou des artisans qui vont venir se joindre à ce marché. Et enfin, on accueille aussi une exposition. Donc on va avoir 2 peintres du Burkina. Donc on respire le Burkina cette année à Toubab Dialaw. Et on en est très très content. Ouais, je pense que c'est une excellente nouvelle. Je pense que le dress code, ce sera le Faso d'Anfani. J'espère. On vient d'en voir. Bonsoir. Bonsoir. Félicitations pour l'organisation de ce festival. Merci. Je pense que 12 années, ça montre qu'il y a une constance et un intérêt pour cet événement. Et je pense que aussi ouvrir une lucarne vers le Burkina, c'est une très bonne chose parce que ça nous permet un peu d'accélérer cette intégration-là, en tout cas, et d'échanger de bonnes pratiques entre des pays africains, surtout au point de vue culturel. Je pense que le Burkina Faso est un pays qui bouge énormément en termes de culture et nous avons aussi beaucoup à apprendre d'eux, honnêtement. Je pense que la culture est une très belle passerelle pour les peuples, pour échanger, etc. Moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est par rapport à l'impact.
12 ans plus tard, est-ce qu'il y a un impact de la tenue de cet événement-là dans le paysage culturel local à Toubab Dialaw? Est-ce que ça a permis de créer un engouement des jeunes? En tout cas, est-ce que ça leur a permis de s'épanouir, surtout pour les artistes? Alors Toubab Dialaw, c'est une fabrique d'artistes, comme je l'appelle très souvent. Et je pense que Gérard Chenet, il a justement ça, il a tout son rôle aussi là-dedans. Donc avant même le festival, il était déjà avec cette volonté d'inspirer, de former des jeunes. Et c'est ce qu'on essaie de continuer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le festival, il nous sert de tremplin aussi pour des jeunes artistes. C'est-à-dire qu'au-delà de la programmation qui accueille des artistes internationaux, on veut aussi mettre en avant des artistes de Toubab Dialaw. On a toujours une programmation très locale qui nous permet, du coup, voilà, effectivement, de servir de tremplin à ces jeunes, de leur permettre de développer des partenariats et puis par la suite de développer leur carrière. Par exemple, le lauréat premier prix musique de la région de Dakar du FESNAC cette année, c'est un chanteur de Toubab Dialaw. Et le festival et globalement toute l'action de l'association a aussi contribué à ce qu'il en arrive là aujourd'hui. Super. Kabayeri, est-ce que xam nga kii bi festival Toubab Dialaw? waaw salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu waa Sénégal yëpp. waaw festival bi nag am na sama benn grand bu ma envoyé message moom d'ailleurs benn hôtel lay liggéeyee foofu Toubab Dialaw envoyé ma message yi ma wax ndax yëg naa festival bi quoi ma ne ko daan naa dégg kii mais bu ren bi yëguma ko woon quoi moom moo ma ko wax. waaw xam naa ne peut-être di ngeen def link bi comme ça. incha allah nga koy mën di kii. incha allah ça fait l'occasion. waaw yow da ngay ñëw waxtaan ak ñun si sa single bu bees bi nga génne est-ce que mën nga présenter wu tuuti sa carrière fi nga jaar balaa nga yegg si fii. waaw Kabayeri nag yaakaar naa ñu bari ñu ngi ko xamee ci ñu bari ñu ngi ma xamee ci law la cat suba na ma làmbeñ ma jël yi xaaral ma laalat bant sama yaakaar naa Sénégal xam naa rappeur taasu lay Sénégal dégg nañ loolu en fait waaw ak ay sa sañ sa bala ay son yooyu la ma gën a gaay gën a xamee parce que moo gën a daw ci TikTok bi quoi voilà léegi dama xawoon raar nag d'ailleurs dama génnee benn clip bu bees tuddee ko xew mi waaw xeetu musique bi may def ak xeetu tur yi may jël moo tax critique yi bari Kabayeri rappeur la comme li nga ma ko waxee léegi day taasu wala voilà mais Kabayeri rappeur la ku xam rap boo dégloo loolu origine rap voilà xam nga kii rek mooy bañ loolu quoi voilà non man bañu ma dara boo dégloo écriture bi rime yi di nga xam ni rappeur moo bind lii quoi voilà absolument xam naa ne peut-être bu ñu gën a mën a xam li ngay def nañuy teg sa clip bi nga xam ne mooy xew mi balaa may passe Thierno bi foog ne moom rappeur la quoi te xamul
Thierno la wax si clip bi am na solo. waaw xam naa ne yow yaa ngi doon yëngatu tuuti de. n'importe quoi. mais bon xam nga ce que je veux dire mooy musique dafa yaatu. te musique dafay évoluer. pour man boo jëlee groupe bu mel ni Positive Black Soul li tax ñu xam ko ci àdduna bi tama moo taxoon. c'est-à-dire que suñu culture la bokk. donc pour man musique évoluer na tey boo xam ne ci rap mun na tegu ci bitu mbalax wala tegu ci leneen. il faut am benn ouverture. il faut juste assumer cela. c'est pas nit dafay ne lii mooy musique lële du musique quoi. pour man ku ci nekk yow yaay assumer sa direction artistique. et puis derrière message bi ñëw en fait peut-être man foofu laa lay kii yow ban message un peu nga bëgg kii lan mooy un peu yow sa direction artistique lan nga bëgg partager ak jeunes yeeg yooyu noonu loolu mooy man sama question. voilà boo gisee ma def son bi tuddee ko xew mi parce que Sénégal ku ñu xamee nañu ci xew boo xoolee bi ñuy def scénario clip bi sax gars yi dañoo décidé woon ne dañuy def comme genre mariage affaire yooyu noonu après par la suite man ci laan wax nii leen suñ ko defee mariage après dañuy tënk xew mi si mariage te xew mi bëgg naa mu nekk loo xam ni képp kuy sénégalais képp kuy def xew-xew da nga koy mën a utiliser quoi parce que ba pare keneen buy seetaan bëgg naa mu gis culture Sénégal ci biir clip bi moo tax boo xoolee ñu wone ay daje ay ku xool di nga xam boo xoolee carrément di nga xam ci lan laay woy en fait son bi maa ngi ko tënk ci xew-xew yi xew biir Sénégal may wax ay jaam ay affaire parce que ñu bari ñu ngi xamuñu genre affaire yooyu ay jaam ay njaak voilà mu ngi nekk nag genre am na benn genre ego trip bu nekk ci biir boo xoolee son bi parce que maa ngi defaale kii waale da ego trip bu nekk ci biir maa ngi kii waale sama bopp ci biir son bi mais ba tey maa ngi ci xew mi boo xoolee bu dee xew bu ñëwee njaak mooy nekk yaayu bu dee ku ñuy maye yaayu ku ñuy maye mooy nekk njaak après moom mooy dem ñu teral ko voilà mais ci biir xew mi man lépp dafa tourné ci man maa nekk njaak ci biir xew mi foofu am na benn ego trip bu ci nekk quoi voilà moo tax may wax bàkk nga njaak te njaaga ngi toog genre da nga doon laajte xamoo njaak mosoo gis njaaga ngi nag voilà. mais aujourd'hui da nga am benn plan de carrière da nga bëgg génne ay cassette da nga nekk ci benn label. lan la yow sa musique du kii parce que man personnellement maa ngi doog a découvrir te gis naa ne am nga talent quoi. waaw man nag benn jeune artiste la bu nekkoon Rufisque doon def ay single d'ailleurs sax bi may doog a commencé ñu bari dañ mën a wax sa rap bi dafa dëgër parce que noonu laa commencé woon. léegi moo na nga noyal ko. sol ay ngandi tubéy di def rap bu metti bi mais comme niñ ko waxee léegi chaque chose en son temps boo xoolee léegi genre musique bii moo xew actuellement boo xoolee artistes yi ñu gën a siiwu Sénégal mën naa ni Ngaaka Blindé Dip dañuy def genre musique bi yow kon li nga doon def gëmoo ci dara da nga doon def non man jamono bi gis nga bu musique bi xëyoon dëppwaat rap bi bu woo bi gën a dox damay delluwaat ci bu woo bi parce que yàlla may na ma talent bu ma def lépp kon yow loolu ngay def gëm amoo lenn loo gëm yow li dangay suivre kii rek maa ngi ci monde hip hop kenn li may def kenn mënu ko génnee ci monde hip hop man li may def kenn mënu ko génnee ci monde hip hop boo xoolee rappeur la en même temps écrivain la ñi ma xam dëgg xam nañ Sénégal yi am na yenn hit yu bari yooyu dégg man maa ngi ci ginnaaw voilà comme ban par exemple genre duñ ñu permettre ñuy nekk di pourquoi pas comme par exemple Ngaaka Blindé bu mu classé Radia bi mu classé Akhlou Brick après gis nga Radia comédien répondre na ko affaire boobu xaw na def buzz man maa bind son boobu quoi voilà ak yeneen yoo xam ni. Si tu as un mot à placer. Oui, déjà le clip, franchement j'ai beaucoup aimé le clip parce que c'est vrai que c'est le genre de morceau qui donne envie de se réveiller un peu le matin, qui donne envie de passer une bonne journée. Donc félicitations déjà pour ce clip et pour ce morceau. Et sinon, peut-être faire un commentaire sur l'impact que vous aimeriez apporter en tant qu'artiste rufisquois dans les cultures urbaines de manière générale. Est-ce que vous avez une vision sur justement ce que vous voudriez proposer de plus par rapport à ce qui se fait déjà ici? Waaw exactement parce que ñun boo xoolee suñu objectif nekkul lu dul créer genre Fata ñëpp xam nañ moom lañ xamee genre musique bi mais ba tey boo dégloo actuellement ak Kabe non Fata njëkkeewul ci moom de daf koy assume daf koy kii rek voilà man yàgguma quoi man yàgguma génération 2000 la waaw voilà boo xoolee am na beneen touche parce que am na lu ma créé boo xoolee li may def xaw na différent ak li Fata di def parce que Fata daan na loolu laa bëgg Fata daan na def musique mais doo dégg si biir son bi muy créer ay danse genre man laaj ba dama bëgg comme mbalax maan yi ni ñuy defee son di créer danse rappeurs yi def son di pourquoi pas parce que ivoiriens yi ñu ngi créer coup de marteau mu am danse ñoom seen tradition ñoom seen façon danse di créer seen danse bu bopp te dama bëgg ñun ak suñu culture Sénégal suñuy biir son ñun rappeurs yi muy am danse yoo xam ne dañ koy utiliser fii Sénégal
pourquoi pas parce que boo ko defee ñu ne non da ngay mbalax da ngay kii alors que rap laay def gëmal sa bopp rek. écriture bi rap la en tout cas xam naa ne comme ni mu ko waxee moom talent baa ngi fi quoi. ñu ngi lay souhaiter vraiment nga gën a am succès bu bëri xam naa tam nga dem si festival. Inch'Allah. Festival Toubab Dialaw. Peut-être un mot pour terminer, vous avez un appel à lancer par rapport à. Oui, je voudrais inviter déjà largement à vous, la population, à venir découvrir ce festival, à venir découvrir Toubab Dialaw si ce n'est pas déjà le cas, parce que cette ville, elle a pris mon cœur, donc vraiment, c'est un petit bijou. Et je voudrais remercier nos partenaires et souhaiter encore 12 autres éditions au Dialaw Festival à toutes les formes du monde. Nous vous le souhaitons également. Et merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Remercier également Kabaïri. Remercier mes co-présentateurs, Laura Fortes, Thierno Souleymane Diopnian. Remercier tous les techniciens de la RTS et tous les téléspectateurs qui nous suivent tous les dimanches soirs. À dimanche prochain, Inch'Allah.